Alors, pour éviter de pratiquer la langue de bois à propos du sida, j'ai invité ce soir le professeur Étienne de Harvan. Vous êtes, Étienne de Harvan, médecin, diplômé de l'Université libre de Bruxelles. Vous avez fait votre carrière pour l'essentiel aux États-Unis et notamment à New York. Vous avez aussi enseigné à Toronto. Et vous avez publié récemment un ouvrage, alors, dont le titre est tout à fait explicite, « Les 10 plus gros mensonges sur le sida ». Ouvrage publié avec la collaboration de M. Jean-Claude Rousset, qui est un journaliste scientifique, ouvrage publié aux éditions d'Angle. Alors, votre thèse, pour parler grosso modo, vous allez affiner les choses, bien sûr. Votre thèse, c'est le sida, c'est pas du tout un virus. Et donc, il n'y a pas de contamination, il n'y a pas de contagion. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire cela ? Je voudrais d'abord insister sur le fait que ce n'est pas ma thèse. Nous sommes un très large groupe, internationalement, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, un peu partout. Il y a d'autres publications sur le sujet. Il y a d'abondantes publications sur le sujet. À l'écran, nous n'allons pas parler ce soir entre médecins. Nous ne sommes pas médecins, je ne suis pas médecin. Ceux qui nous écoutent, je ne voudrais pas que tout ceci apparaisse comme mon opinion. Votre seule idée. C'est notre opinion, l'opinion de ceux qu'on appelle souvent les dissidents, un mot qui ne me plaît pas fort, mais qui est devenu accepté. Et vous êtes des milliers, vous dites, hein, vous êtes des milliers de scientifiques. Le groupe dont je suis actuellement le président comporte plus de 2 ou 3 000 signataires qui sont donc les membres de notre groupe et qui comprennent énormément de médecins, de biologistes, de PhD, de biologistes, de journalistes et de gens qui sont concernés par tous ces problèmes-là. Alors le professeur Montagnier ne vous aime pas. Oh, je le connais très bien, nous avons les meilleurs, les rapports les plus courtois. Ça, j'insiste sur ce point-là. Que je l'ai rencontré souvent, y compris à Bruxelles en 2003 d'ailleurs. Mais la raison, disons, si l'on cherche à distiller l'essentiel des raisons qui ont, comment dirais-je, fait naître le doute sur l'hypothèse émise en 1883-84 de l'origine virale et en plus précisément rétrovirale du sida, les raisons du doute avaient beaucoup à voir avec le fait que, nous ne connaissons aucune maladie infectieuse dont les victimes soient très majoritairement des hommes et pas des femmes. Est-ce que vous connaissez, s'il y avait une épidémie de grippe, vous direz que 95% des victimes sont des hommes, et je crois que ou l'herpès est aussi bien répandu. Vous poseriez des questions. C'est ça, vous surprendrait un peu. Oui. Alors, et c'est le cas pour le sida. C'est plutôt une maladie qui touche les hommes. Sida. Alors, si on vous disait que cette déficience immunitaire, qui est la caractéristique de la maladie, est due à la destruction de certains lymphocytes par un certain rétrovirus, si vous êtes très versé dans la science des rétrovirus, vous allez bondir parce que nous savons très bien que les rétrovirus ne détruisent pas les cellules qu'ils infectent. Autrement dit, l'hypothèse de départ était tout à fait scabreuse parce qu'elle incriminait des virus d'une famille dont nous savons très bien, parce que moi je les ai étudiés pendant 25 ans à New York, que ces virus ne tuent pas les cellules qu'ils infectent. Alors on les incriminait pour détruire une certaine famille de lymphocytes qui sont hautement nécessaires à la stabilité de nos défenses immunitaires. Ça ne tenait pas debout dès le départ. Disons que ce sont les deux raisons principales qui, dès le début, nous ont fait poser de toutes grosses questions. Et ces questions ont été alors concrétisées par le professeur Peter Duesberg de Berkeley en Californie, qui est un très éminent microbiologiste pour lequel j'ai le plus grand respect et qui, dès 1987, a émis très courageusement ces idées tout à fait contraires à l'hypothèse officielle de l'origine rétrovirale du sida. Hypothèse qui a été admise avec une précipitation absolument invraisemblable. Elle a été émise essentiellement en 1984 par le professeur Gallo au cours d'une conférence... Oui, aux États-Unis, mais Montagnier en France. Oui, par le professeur Gallo au cours d'une conférence de presse qui se tenait à Washington. Et cette hypothèse a été acceptée avec une précipitation absolument dramatique. Oui, mais les moralistes s'en sont, si j'ose dire, emparés pour dire, voilà, vous avez fauté et donc vous êtes punis.
et notamment le sida est apparu dans le discours de certains évangélistes comme la punition envoyée par Dieu contre les grands pécheurs. Or, et vous citez cette enquête dans votre livre, on a enquêté auprès des prostituées, notamment en Afrique. Je pense que c'est au Kenya, le pays que vous évoquez, et vous avez dit, bon, on a observé que les prostituées, même celles qui ne se protègent pas, ne contractent pas le sida. C'est plus qu'en Afrique. Le cas des prostituées est essentiel, parce qu'il y a eu des études extrêmement sérieuses faites en Thaïlande, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, et qui toutes concordent pour démontrer que les prostituées n'ont pratiquement jamais le sida. Les seules que l'on trouve dites séropositives sont celles qui sont en plus des droguées intraveineuses. Mais sinon, les prostituées n'ont pas le sida. Alors prétendre qu'il y a une transmission sexuelle du sida alors que les prostituées n'en font pas est tout à fait contradictoire. C'est pourtant ce que le commun des mortels, dont je suis, a gardé comme image. On se dit, le sida se transmet essentiellement par le contact sexuel. Et donc, si l'on a des contacts sexuels avec d'autres personnes que son conjoint, on risque de contracter cette maladie. Il y a des études tout à fait classiques qui ont démontré le contraire, notamment les travaux de Pagin, qui a porté sur un très grand nombre de couples dits sérodiscordants, où un des partenaires est séropositif et l'autre pas. Hein, et on n'a jamais observé, je crois que cette étude portait sur 10 ans, on n'a pas un seul cas de séroconversion du partenaire séronégatif. Donc, il n'y a pas non plus de lien immédiat ou automatique entre la séropositivité de la mère et l'état de santé de l'enfant. L'enfant ne contracte pas nécessairement le sida si sa mère est séropositive. Mais les enfants naissent avec les anticorps de leur mère, nous savons tous cela, pour toutes les maladies infectieuses, et il est tout à fait normal qu'un enfant naisse d'une mère séropositive avec des anticorps correspondants, mais ça n'a aucune signification. D'ailleurs, ce test des anticorps est responsable d'une immense partie de la mésinformation au sujet de cette maladie, parce que nous connaissons une liste d'environ 70 conditions médicales qui confèrent la séropositivité et qui n'ont très strictement rien à voir avec le supposé VIH. Il y a par exemple la tuberculose, la malaria, la lèpre. Toutes sont capables de conférer la séropositivité. Alors quand vous pensez à ces 3 maladies-là et vous pensez aux problèmes de la santé publique en Afrique, vous imaginez qu'on en trouve beaucoup et que ça n'a pas nécessairement quoi que ce soit à voir avec ce prétendu VIH. Prétendu VIH dont je dois vous indiquer qu'on n'a jamais vu chez aucun malade du sida. Toutes ces belles images dont nos magazines sont absolument sursaturés ne montrent jamais des virus isolés directement d'un seul patient. En tout cas, on peut dire que le système immunitaire est parfois mis en cause, qu'il y a des déficiences immunitaires, mais vous dites que ce n'est pas nécessairement un phénomène de contagion ou de contamination, ce sont d'autres causes, vous en avez évoqué quelques-unes. Je renvoie les personnes qui sont intéressées par le sujet à votre ouvrage, professeur de Harvard, intitulé « Les 10 plus gros mensonges sur le sida », livre paru aux éditions d'Angle. Je vous remercie d'être venu à notre émission d'aujourd'hui. J'espère qu'on va se retrouver pour une émission un peu plus longue et je vais pouvoir vous donner un contradicteur. Ce sera extrêmement intéressant. On se retrouve dans les prochains mois. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.